Quand Donald Trump a lancé une nouvelle offensive commerciale contre la Chine, beaucoup pensaient que Pékin finirait rapidement par céder. Après tout, le pays expédie chaque année près de 600 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, ce qui représente environ 15% de toutes ses exportations. À première vue, il semblait évident qu'il ne tiendrait pas le choc. Mais ce qui s'est passé ensuite a pris tout le monde de court. Au lieu de reculer, la Chine a immédiatement riposté. Elle a imposé ses propres taxes douanières, suspendu certaines exportations stratégiques et envoyé un message clair: on ne se laisse pas faire. Pourtant, un détail intrigue. Comment une économie qui paraît si dépendante de son principal client peut-elle continuer à tourner sans lui? La réponse se cache en coulisses. Depuis 10 ans, la Chine a discrètement entrepris une transformation profonde de son modèle économique. Plutôt que de tout miser sur la consommation, elle a réorienté ses efforts vers l'investissement. Aujourd'hui, près de 40% de son PIB est consacré à l'investissement chaque année, un taux presque 2 fois supérieur à celui des grandes puissances économiques. Et les résultats commencent à parler d'eux-mêmes. De nombreuses entreprises chinoises grimpent les échelons et concurrencent désormais les géants américains. Par exemple, BYD a dépassé Tesla pour devenir le plus gros fabricant de voitures électriques au monde. TikTok, de son côté, est devenue l'une des plateformes sociales les plus influentes et les plus dynamiques à l'échelle mondiale. Et de nombreuses marques chinoises, autrefois inconnues, s'imposent peu à peu dans tous les secteurs. En réalité, la Chine ne cherche pas seulement à résister à une rupture avec les États-Unis. Elle veut montrer qu'elle peut prendre la tête, même sans eux. Mais alors, est-ce que la Chine serait devenue économiquement intouchable ? Ou bien est-ce qu'un mirage savamment orchestré? Car en parallèle, les titres des journaux dressent un tout autre portrait. On parle d'un marché immobilier au bord de l'implosion, d'une population vieillissante qui pèse lourd sur le système, et de millions de jeunes sans emploi. Et pourtant, des usines géantes voient le jour chaque semaine. Le réseau de trains à grande vitesse couvre désormais l'ensemble du pays. Et certaines des technologies les plus avancées du moment ne viennent plus d'Occident. Alors, quelle est la vraie Chine? Celle en plein déclin ou celle en plein essor? La réalité, c'est que les deux coexistent. L'Occident, lui, peine à comprendre ce nouveau visage de la Chine, tiraillé entre ces deux images opposées. Et c'est aussi parce que le récit qu'on se racontait depuis des décennies commence à se fissurer. Depuis que le pays s'est ouvert au commerce mondial dans les années 70, son ascension économique a été alimentée par l'Occident. La Chine a tiré parti de sa main-d'œuvre nombreuse et bon marché pour devenir l'usine du monde. C'est en Chine que les grandes entreprises américaines ont trouvé leur terrain de jeu. C'est là qu'ont été construites les usines d'Apple, que s'est mise en place toute la logistique derrière Amazon, et que des milliards de dollars venus d'Occident ont afflué en investissement. Entre les années 90 et 2000, l'économie chinoise a littéralement explosé, avec une croissance annuelle avoisinant les 10%, année après année. Le schéma était clair, la Chine produisait, les États-Unis consommaient. C'était rapide, peu coûteux, redoutablement efficace, mais aussi extrêmement dépendant. Pendant des décennies, les deux pays ont tissé des liens commerciaux si étroits qu'ils semblaient indissociables. La Chine était devenue l'atelier du monde, inondant les rayons américains de produits à bas prix, tout en attirant chaque année des flux colossaux d'investissements étrangers. Et en 2010, elle s'était hissée au rang de deuxième puissance économique mondiale. Mais ces usines avaient changé de visage. Ce n'étaient plus seulement des chaînes bon marché, elles gagnaient aussi en intelligence. Dans des villes comme Shenzhen, les lignes d'assemblage qui autrefois copiaient les produits occidentaux avaient évolué. Grâce à l'expérience accumulée, elles fabriquaient désormais des technologies de pointe, pour une fraction du coût américain. En parallèle, les États-Unis continuaient d'augmenter leurs importations chinoises. À tel point qu'en 2018, le déséquilibre commercial atteignait des sommets, plus de 400 milliards de dollars d'excédent en faveur de la Chine. Et là, des voix ont commencé à s'élever. Comment une puissance autoritaire pouvait-elle contrôler autant de maillons essentiels dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, et par extension, avoir un impact aussi direct sur l'économie américaine? La tension est montée d'un cran quand on a regardé les chiffres. Entre 2001 et 2017, plus de 3 millions d'emplois industriels ont disparu aux États-Unis, la plupart transférés en Chine. Progressivement, les médias et les responsables politiques ont désigné un coupable. Pendant que les entreprises chinoises prospéraient sur le marché américain, prenant des parts de marché, cassant les prix et grossissant à vue d'œil, les firmes américaines, elles, peinaient à s'implanter en Chine. Beaucoup ont accusé Pékin de fausser le jeu. Le gouvernement chinois était soupçonné de subventionner ces entreprises, de rendre leurs produits artificiellement moins chers, et de les protéger derrière des lois anticoncurrentielles, rendant la tâche quasi impossible pour les firmes étrangères. Petit à petit, l'idée d'un bras de fer économique avec la Chine a pris de l'ampleur. Et quand Donald Trump s'est lancé dans la course à la présidence en 2016 en promettant de mettre un terme à ces pratiques, il a trouvé un écho.
Une fois élu, il a agi rapidement. Des droits de douane massifs ont été imposés sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois. L'idée était simple, rendre les importations plus coûteuses pour pousser les entreprises à relocaliser et ainsi redonner un coup de fouet à l'industrie locale. Mais cela ne suffisait pas. Washington a aussi décidé de verrouiller son avance technologique. Huawei s'est retrouvé sur liste noire, les entreprises américaines ont été interdites de vendre leurs puces électroniques les plus avancées, et la Chine s'est vue couper l'accès aux semi-conducteurs de dernière génération. Il ne s'agissait plus seulement de commerce, mais de suprématie stratégique. Entre 2018 et 2020, les tensions n'ont cessé de monter. Puis, sous la présidence de Joe Biden, elles se sont un peu apaisées en surface. Il n'a pas renforcé les tarifs comme Trump, mais il ne les a pas annulés non plus. Le cap était donné, la séparation économique entre les deux géants était en marche. Et en 2025, avec un second mandat de Trump, le conflit a repris de plus belle. Une nouvelle vague de droits de douane a été annoncée, cette fois sur les voitures électriques chinoises, les panneaux solaires, les batteries et plusieurs technologies clés. Certains tarifs atteignaient même 100%, un signal fort, les États-Unis en avaient assez de cette dépendance. Mais cette fois, la Chine n'a pas attendu. Plus question de temporiser ou de négocier comme en 2016. Dès l'annonce des mesures américaines, elle a répliqué, hausse de tarifs, restrictions sur les terres rares, sanctions contre des entreprises américaines. Ce n'était plus la Chine prudente et modérée d'hier. C'était une Chine nouvelle, plus affirmée, plus sûre d'elle, prête à rendre coup pour coup. Pour beaucoup en Occident, ce qui s'est passé a eu l'effet d'un électrochoc. La Chine aurait-elle discrètement bâti une économie capable de tourner sans les États-Unis ? Ce qui avait commencé comme une simple guerre commerciale s'était transformé en un véritable bras de fer pour définir qui allait écrire les règles de l'économie mondiale. Et pour la première fois depuis des décennies, l'Amérique pourrait ne plus avoir le dernier mot. Pékin, de son côté, c'est exactement ce que tout le monde redoute. Une économie construite sur les exportations ne peut pas survivre si le monde entier arrête d'acheter. Alors, depuis plus de 10 ans, la Chine s'attelle à une tâche monumentale, repenser tout son système économique. Elle cherche à passer d'un modèle fondé sur la demande américaine à une machine capable de fonctionner en autonomie. Au cœur de cette transformation, on retrouve une stratégie lancée par Xi Jinping, la fameuse double circulation. L'idée, redessiner l'économie chinoise pour qu'elle soit plus résistante, plus indépendante et moins vulnérable face à l'Occident. Cette stratégie repose sur deux moteurs. Le premier, la circulation interne, vise à dynamiser la consommation intérieure. L'objectif est simple, faire des 1,4 milliard de Chinois les principaux acteurs de la croissance du pays. Pour cela, il faut encourager les dépenses des ménages, développer les chaînes d'approvisionnement locales et soutenir l'innovation Made in China. Le second moteur, la circulation externe, maintient les échanges internationaux, mais avec un virage stratégique. Fini la dépendance aux États-Unis ou à l'Europe, la Chine tisse désormais des liens économiques avec l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Et les effets sont déjà visibles. Contrairement à l'image classique d'une Chine totalement tournée vers l'export, les chiffres racontent une autre histoire. En 2024, la consommation intérieure représentait 45% du PIB, soit plus du double de la part des exportations. Ce n'est pas nouveau. Depuis des années, les ménages chinois sont responsables d'au moins la moitié de la croissance du pays. Les voitures, les appareils électroniques et même les marques de luxe fabriquées en Chine trouvent désormais preneurs en Chine. Mais malgré cette progression, la consommation reste encore bien en dessous des standards des grandes économies mondiales. Ailleurs, les ménages dépensent souvent plus de 60, voire 70% du PIB. Pour stimuler tout ça, le gouvernement a mis en place des aides, crédits à taux réduits, programmes de soutien à l'achat, subventions. Mais dans les faits, les familles chinoises restent prudentes. Elles limitent leurs dettes et préfèrent épargner. Pourquoi ? Parce que le vrai problème est plus profond. Malgré son étiquette de pays socialiste, la Chine offre peu de garanties sociales. Les aides au chômage, les pensions ou les systèmes de santé sont largement insuffisants. Moins de 1% du PIB est consacré à ces filets de sécurité, un des taux les plus bas au monde. Résultat, en cas de coup dur, chacun doit compter sur ses propres économies. Et la crise immobilière n'aide en rien. Depuis 2019, les prix stagnent, voire baissent. En un an, la valeur moyenne des logements a chuté de 4,5%. Parallèlement, la démographie s'effondre, la population vieillit, les naissances reculent. On assiste à un renversement historique, avec plus de décès que de naissances. Conséquence directe, les familles se sentent obligées de mettre de côté pour financer la santé, les études ou la retraite. Alors oui, la consommation intérieure progresse, mais elle n'a pas encore remplacé totalement les piliers traditionnels de l'économie chinoise, les exportations, les investissements et l'industrie. Mais la tendance est bien là.
Le but de cette double circulation, ce n'est pas de se couper du monde, c'est de ne plus dépendre de lui. La Chine veut bâtir une économie capable d'encaisser les sanctions, de survivre sans les achats américains, de résister aux crises. Et pour y parvenir, elle change aussi de partenaire. Comme le disait le stratège Sun Tzu, ne misez pas sur l'absence de l'ennemi, préparez-vous à son arrivée. Autrement dit, la Chine n'attend pas que le monde reste amical. Elle s'organise pour ne plus avoir à quémander. En l'an 2000, les États-Unis achetaient plus de 20% des exportations chinoises. En 2023, ce chiffre est tombé à 15%. De l'extérieur, on pourrait croire que la Chine perd du terrain. Mais en réalité, ses exportations totales ont continué d'augmenter. Ce qui a changé, c'est la destination. Désormais, ces marchandises inondent les marchés d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud ou encore d'Afrique. Et aujourd'hui, l'Asie est devenue son premier partenaire commercial. Sur le continent africain, la Chine finance des routes, des ports, des centrales. En Amérique latine ou au Moyen-Orient, la demande pour les machines, les technologies et les produits chinois explose. Petit à petit, la Chine délaisse les marchés occidentaux et se tourne vers le sud global. Et cette stratégie repose sur un projet colossal, la nouvelle route de la soie, ou Belt and Road Initiative. Lancée en 2013, elle vise à relier la Chine au reste du monde à travers des infrastructures, autoroutes, chemins de fer, ports, centrales. Plus d'1 trillion de dollars y ont été investis. À ses débuts, l'Occident s'en est moqué, trop ambitieux, trop coûteux. Mais 10 ans plus tard, les résultats sont là. En 2024, plus de 140 pays y participent, représentant près de 75% de la population mondiale. Et ce projet va bien au-delà du béton et des câbles. Il s'agit aussi d'influence. En finançant des projets là où les pays riches ne vont pas, la Chine s'assure un rôle central dans les économies locales. En retour, elle gagne des partenaires fidèles, des marchés pour ses produits, et surtout, elle réduit sa dépendance à l'Occident. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, les pays asiatiques ont surpassé les États-Unis comme principaux clients de la Chine, absorbant pour plus de 500 milliards de dollars d'exportation. En parallèle, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud, du Brésil, de l'Indonésie et de bien d'autres membres des BRICS, ce bloc de pays émergents qui représente désormais 45% de la population mondiale. Certes, les États-Unis restent importants pour Pékin. Se détacher d'un marché aussi vaste n'est pas sans conséquences. Mais aujourd'hui, la Chine s'est entourée d'un réseau commercial plus large, plus varié et en pleine expansion. Elle n'est plus simplement l'usine du monde occidental, elle devient le centre d'un nouveau commerce mondial. Et si ce pari réussit, il pourrait bouleverser non seulement les routes du commerce, mais aussi les équilibres de pouvoir. Mais Pékin sait aussi que l'avenir ne se jouera pas uniquement sur le commerce ou la consommation. Pour s'imposer durablement, il lui faut une véritable force motrice en interne, des investissements massifs, des technologies avancées et des infrastructures solides. Depuis 2018, plus de 500 milliards de dollars ont été injectés dans la recherche et le développement. L'État soutient des secteurs stratégiques, avec l'objectif clair de surpasser l'Occident en devenant capable de produire, chez lui, les technologies les plus complexes. Prenons les semi-conducteurs, ces minuscules puces indispensables à tout, des téléphones aux avions de chasse. Quand les États-Unis ont bloqué l'exportation de ces composants, beaucoup pensaient que la Chine allait plier. Mais en 2023, Huawei a surpris le monde entier en dévoilant une puce maison en 7 nanomètres, rendue possible grâce aux investissements publics colossaux dans les technologies locales. Derrière, des fabricants chinois comme SMIC progressent à vitesse grand V, avec des puces toujours plus performantes pour alimenter les réseaux 5G, les voitures électriques et bien plus. Et justement, dans le domaine des véhicules électriques, la Chine écrase la concurrence. En 2022, BYD a dépassé Tesla comme premier constructeur mondial et ne cesse de creuser l'écart. Mais ce n'est pas tout. Les infrastructures chinoises sont à couper le souffle. Le pays possède aujourd'hui un réseau ferroviaire à grande vitesse de plus de 40 000 km, plus que le reste du monde réuni. Ports, projets d'énergie verte, infrastructures numériques, tout se développe à un rythme effréné. Résultat, 1/3 des biens manufacturés dans le monde sont désormais fabriqués en Chine. Dans certains secteurs, elle produit même bien au-delà de ses besoins. Plus d'acier qu'elle n'en consomme, plus de panneaux solaires qu'elle ne peut en installer, plus de véhicules qu'elle ne peut en vendre localement. Vu d'Occident, cela ressemble à une bombe à retardement. Trop de production, trop peu de demande, des prix qui chutent et des industries menacées. Mais pour Pékin, cette surproduction est stratégique. En inondant le marché mondial de produits abordables, la Chine s'ancre dans des chaînes d'approvisionnement essentielles. L'Europe a besoin de ses panneaux solaires pour sa transition énergétique. Les voitures américaines roulent grâce à ses batteries. L'Asie construit avec son acier. Plus elle produit, plus le monde dépend d'elle. Et plus il devient difficile de lui dire non.
Ce virage historique a été rendu possible grâce à un modèle propre à la Chine, le capitalisme dirigé par l'État. Mais ce niveau de contrôle a un prix. Contrairement à l'Occident, où l'innovation naît souvent de l'investissement privé, la Chine finance sa transformation en s'endettant massivement. Pour garder la machine en marche, elle a dû continuer à emprunter, à un rythme effréné. Et d'ici 2026, sa dette publique devrait dépasser les 100% du PIB, un seuil qui pourrait commencer à faire trembler la machine. La Chine pousse sa croissance à une vitesse telle qu'elle dépasse parfois sa propre capacité à l'absorber. Ce n'est pas une première. On a déjà vu émerger des villes fantômes, des usines qui tournent au ralenti, ou encore des lignes de train à grande vitesse quasiment désertes. Si elle continue à construire plus que ce que son économie peut réellement supporter, une partie de ses investissements risque tout simplement de rester inutilisée. Aujourd'hui, la relation entre la Chine et les États-Unis n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Fini le temps de l'interdépendance discrète, où la Chine fabriquait et l'Amérique achetait sans compter. Ce modèle-là est bel et bien révolu. À bien des égards, Pékin ne dépend plus des États-Unis comme autrefois. Elle a mis en place ses propres usines, tracé de nouvelles routes commerciales et tissé de nouvelles alliances stratégiques. Elle injecte des sommes colossales dans ses technologies, stimule sa consommation intérieure et bâtit une machine économique pensée pour encaisser les chocs, quels qu'ils soient. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la Chine est devenue intouchable. Elle n'a pas encore complètement tourné la page de l'Occident. Les ménages chinois, par exemple, n'ont pas le même niveau de consommation que les Américains. Son industrie des semi-conducteurs accuse toujours un retard technique. Et son économie reste affaiblie par une crise immobilière persistante, une demande intérieure molle et une dette publique qui ne cesse de s'accumuler. Ce que la Chine ne fait pas, en revanche, c'est reculer. Elle ne plie pas sous la pression. Elle avance discrètement, mais avec détermination. Ce qu'elle est en train de mettre en place, c'est autre chose, un système économique parallèle. Un système moins vulnérable aux pressions américaines et bien plus enraciné dans le Sud global. Car aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de droits de douane ou de sanctions. L'enjeu est plus large. La véritable question, c'est de savoir si les États-Unis sont encore en position d'imposer leurs règles dans un monde où la Chine refuse de jouer le jeu à leur manière. L'ère de la mondialisation dominée par l'Amérique touche à sa fin. Et désormais, ce n'est plus tant de savoir si la Chine va s'en sortir, mais plutôt de comprendre comment le reste du monde va s'ajuster à cette nouvelle réalité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou intéressante, pensez à vous abonner, à laisser un like et à la partager autour de vous. Ça m'aide énormément, et ça permet à plus de monde de découvrir ces contenus.